structures de santé sont insuffisamment couvertes par les médecins, anesthésies et rien d'autre. Donc il y avait un contexte. Donc il y avait aussi un contexte de prescription de 91 où c'est une prescription qu'on a qualifiée de floue. Donc lorsqu'on parle de sous l'autorité du responsable hiérarchique, qui est le responsable hiérarchique, après ça va venir pas mal de questions après. Donc sa situation, donc dans ces situations, les SAMAR se retrouvent dans des situations où ils sont amenés à intervenir seuls, donc réaliser des actes médicaux complexes, gérer des complications sans la présence d'humains. Puis, on a assisté à un mouvement de contestation largement médiatisé depuis 2009. Donc, un mouvement important de contestation a été conduit par les AMA ces dernières années, donc, depuis 2009, comme je vous dis, donc pour une nomenclature des tâches plus claires, donc l'amélioration de la formation, la couverture juridique et l'amélioration des conditions de travail. Alors, puis, comment a été répondu à cette contestation? Par un nouveau texte qui a été présenté tout à l'heure, c'est le texte 2011. Donc, on a qualifié d'une normalisation du côté illégal. On dit que vous pouvez travailler à la présence de médecins, et sans présence et en l'absence de médecins réanimateurs, donc on est là de normaliser une situation illégale en contradiction avec les textes de loi. J'arrive, donc les prescriptions, donc aussi on les qualifie des prescriptions contradictoires. Contradictoires avec qui? Avec la loi de la santé, 25 de 2018, les recommandations des sociétés savantes de l'anesthésie, la SPA française, la FSMA, donc les marocaines, algériennes, tunisiennes, donc au niveau régional, et donc, l'ordre aussi du médecin, aussi, l'ordre du médecin, toujours dans d'autres pays, il met l'accent sur la pratique de l'anesthésie, il dit que l'acte médical. Très bien. Alors, il y a aussi même les spécialistes. Pourquoi il est contradictoire? Parce qu'on met même le spécialiste, d'autres spécialistes, y compris le chirurgien, d'autres spécialistes, on les met en contradiction. On leur dit, vous êtes responsable sur la main, mais de l'autre côté, l'article 19 du décret exécutif numéro 09-395-2009, donc portant sur le statut particulier du médecin, donc il doit agir en fonction de sa spécialité. Donc lui, pratiquement, nous sortons sur le terrain, nous allons sur le terrain, donc les gens me disent que je ne connais rien en anesthésie réanimation, je ne peux pas intervenir. Je ne peux pas intervenir. Donc il y avait une contradiction dans ça. Donc on a qualifié de transgression organisationnelle pour répondre aux pressions de la réalité. Donc il y avait ce modèle théorisé dernièrement pour dire que migration des performances, transgression des règles et sécurité. Veut dire, il y a ici, pardon, donc il y a un espace de sécurité là, au milieu. Est-ce que c'est clair? Voilà. Voilà. Donc, il y a un espace de sécurité, voilà, défini par les différentes sociétés savantes, etc., de dire qu'il faut travailler dans ce contexte. Il y a donc un espace ici. Cet espace, donc, suite à des pressions technologiques, systèmes, etc., ce qu'on a dit tout à l'heure, des pressions, manque de médecins, on construit plus d'hôpitaux, donc plus de population dans le support des hôpitaux, plus d'actes chirurgicaux, etc., va pousser le système, c'est-à-dire les pratiques, pourquoi j'ai appelé migration des pratiques, va pousser les pratiques des AMA vers une pratique, ce qu'on appelle peu sécurisée. C'est là, on est là. Peu sécurisé, c'est un espace négocié entre les AMA et l'administration hospitalière, même des fois aussi même avec la tutelle. On sait que vous travaillez dans des situations complexes, vous êtes tout seul, vous faites l'anesthésie tout seul, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous faites, vous voulez que vous soyez couverts et travailler en sécurité, parce que l'acte de la main, il y a deux risques. Un risque sur le patient, parce qu'il pense qu'en cas de quoi, parce qu'il dit en cas de quoi, je peux perdre le patient. De l'autre côté, je peux me retrouver face à un juge. Parce que c'est ce qu'on appelle le risque personne. On va voir, voilà, c'est un modèle, ce qu'on appelle de l'illégal normal, théorisé par Amal Berti en 2001. Donc Amal Berti est un médecin,
il s'est spécialisé en ergonomie. D'accord? Donc il a beaucoup de travaux sur la question de l'ergonomie et la médecine. Le travail réel des amas, je m'excuse, je vais. 5 minutes, s'il vous plaît. Comment? 3 minutes. Alors, le travail réel des amas. Donc, il est dans des situations diverses. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé des diversités de la situation. Donc, dans des pillages, on a observé dans des pillages de BGA et CHE aussi de BGA. Donc, dans les années, ça, c'est des observations que j'ai réalisées jusqu'en 2019. Donc, c'est des résultats de Martis. Je ne sais pas si c'est publié. Donc, c'est des observations qui ont été faites sur le terrain. On a dégagé que dans les épillages, donc, où l'AMA, dans les urgences des gars sans AMA, on a trouvé qu'il assure tout le processus du seul dans ces situations. Il se retrouve aussi, on lui programme aussi des cas jugés simples. C'est pas, on ne peut pas dire des cas simples, il n'y a pas de cas simples. Selon mon expérience sur le terrain, il n'y a pas de cas simples en l'anesthésie. Il y a des cas jugés simples, parce que c'est simple pour l'un et compliqué pour l'autre. Et la complication sort lors de cours d'action. Lorsqu'il y a l'acte d'induction, et c'est là que l'anesthésiste se retrouve face vraiment à un cas compliqué aussi. Donc là, il y a des situations d'urgence sans nom, et aussi, même dans la programmation de l'ICHU, il y avait une pratique où on laisse la main tout seul dans la salle opératoire, selon sur la pratique de l'anesthésie pour des cas simples. Alors, dans les situations où le mari est absent, donc il décide de prendre en charge ou pas un patient en passant par. Bon, la question qu'on s'est posée, nous, en tant que chercheurs en psychologie du travail, on s'est dit, parce que sur le terrain, il dit voilà, à partir de cette situation, on s'est dit, quand est-ce que l'homme décide d'endormir un malade, ou refuse d'endormir un malade quand il est seul. Lorsque je dis seul, c'est-à-dire sans couverture médicale de part de médecin anesthésiste. Donc, dans une situation où il y a toute une méthodologie, donc là, je présente seulement les résultats les plus pertinents. Donc, il a un travail d'évaluation des risques. Et l'évaluation des risques, donc, il a deux sources. Il y a des risques externes, pour nous, on les appelait des risques externes, c'est externe à l'AMA, externe au collectif des AMA. Donc, c'est par rapport à la complexité du cas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il évalue la complexité du cas au risque externe, donc lié à la chirurgie, la nature de l'acte chirurgical, etc., etc. Donc, à l'anesthésie, la technique d'anesthésie, les drogues à injecter et l'acte anesthésie. Donc, au patient, il évalue aussi là, le patient par rapport à son âge, son poids, des dons, antécédents. Ce sont des sources de risque. Chaque élément ici, pour lui, est une source de risque. Ça, que vous connaissez, que vous le pratiquez chaque jour, donc je n'ai rien à vous rajouter par rapport à ça. De l'autre côté, les résultats ont montré qu'il évalue aussi ce qu'on appelle des ressources externes et des ressources internes. Dans sa décision, pour décider, donc il évalue la règle. Parce que dans sa situation, cette règle analysée tout à l'heure par lui permet ou pas. Très bien. Est-ce que c'est l'arachie, c'est la gêne? Est-ce que c'est un cas simple? C'est un cas compliqué pour lui? Donc, il va essayer ce que la règle peut lui tolérer de le faire. Et aussi aux moyens techniques disponibles dans l'établissement hospitalier. Il dit que voilà, oui, d'accord, c'est un cas que je peux faire, mais il y a un manque de moyens dans notre PH. Si au CHU, si je suis au CHU, plus de moyens, etc., je peux le prendre en charge. Et dans l'évaluation des ressources internes, maintenant c'est des ressources internes. Là, c'est des ressources internes. Donc, il évalue ses propres ressources. À l'épreuve de la pratique locale, c'est qu'on a constaté que la pratique d'anesthésie chez les AMA, ça diffère d'une structure à une autre selon les traditions de l'hôpital, selon aussi l'expérience des gens qui sont là. Est-ce que c'est nouveau, est-ce que des expériences, que c'est la majorité qui sont là? Donc la pratique se diffère d'un OPH à un autre. Bon, il y a un autre
une autre gestion, ce n'est pas une gestion anticipative, mais c'est une gestion interactive. On s'est posé la question, c'était lorsqu'une complication se produit, comment se fait, c'est-à-dire comment les amas font-ils pour gérer cette complication. Donc il y a des situations qui sont ce qu'on appelle possibles, et il y a des situations inattendues. Il y a des situations que lorsque vous faites une évaluation, vous dites que ce malade, il peut me compliquer, par exemple, s'il y a un malenpathie élevé, on peut anticiper qu'il y aura un spasme, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des situations, des complications possibles. Mais des fois, on a trouvé des situations qui sont des situations inattendues. Un jeune sain, avec aucun antécédent, on ne s'attendait pas qu'à tel moment, lors de l'induction, il va nous faire un arrêt cardiaque. Il dit, voilà, pour moi, c'est bizarre. Je ne m'attendais pas que tel moment, il peut me faire cette complication. Donc, il y a donc deux types de situations. Donc, pour les gérer, on a dégagé deux types de gestion. Il y a une gestion individuelle, c'est basé sur la compétence et l'expérience de l'expertise de l'AMAR. Et d'autres situations se sont gérées collectivement avec l'AMAR, avec donc, ce qu'on appelle une coopération horizontale, AMAR, ou verticale, avec AMAR avec son responsable hiérarchique médecin. Et on a trouvé d'autres situations où, lorsque l'AMAR est totalement seul et la situation exige l'intervention immédiate, on a trouvé qu'il fait appel à d'autres membres de l'équipe chirurgicale, c'est que le chirurgien ou l'infirmier de bloc, à qui il fait appel pour gérer la situation de crise, ce qu'on appelle, c'est des équipes, ce qu'on appelle chez nous, des collectifs transverses. C'est des collectifs transverses qui se forment sur place pour gérer la crise. Voilà, donc je vous remercie parce qu'il y a d'autres choses à présenter, mais vu le temps, donc, parce qu'il y a aussi par rapport à l'impact de l'activité sur la santé, peut-être lors des discussions, je peux montrer discuter ça. Et je vous remercie beaucoup. Dans la limite de cette dimension, dans un terrain où il y a malheureusement et réellement une absence d'une médicalisation par défaut de MAR, de médecin de service, il y a ce qu'on appelle ce transfert des missions. Est-ce que cet AMAR peut évoquer la limite de ses compétences? Il y a tout un cadre théorique dans notre domaine. Je me rappelle, tout à l'heure, j'ai parlé de l'espace sûr de fonctionnement. L'espace sûr de fonctionnement. Qui définit cet espace sûr de fonctionnement? C'est d'abord, c'est les textes. Je vous dis, sur le plan juridique, vous êtes dans un espace dans lequel vous travaillez. Donc vous êtes AMAR, anesthésiste. Donc voilà vos tâches, en tout cas vos tâches, où vous allez réaliser, avec qui? Vous êtes là. Donc elles sont définies. Le problème, c'est que lorsqu'on sort de cet espace défini par la loi, on sort de cet espace, à cause de quoi? À cause des pressions. Vous dites des pressions pratiquées par, donc le manque de médecins, 2, la charge des blocs opératoires, 3, l'administration, même l'administration hospitalière, fait de la pression sur les AMAR pour qu'ils fassent des actes alors qu'eux-mêmes, ils sont contre cette pratique. Vous voyez? Donc, c'est un rapport à la loi. 2, si vous dites tout à l'heure, c'est la pratique quotidienne de l'anesthésie. Je vous dis que la pratique, elle se diffère d'une structure à une autre. J'ai trouvé que madame tout à l'heure du siège de l'IGR, à un moment donné, les amarres de pillage de Kharata, par exemple, on me dit que là,